France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver, c'est France Maghreb 2, le grand forum, votre rendez-vous de fin d'après-midi 16h-18h, ravi de vous retrouver avec aujourd'hui deux charmantes dames qui sont avec nous pour vous accompagner avec Besma Maghrebi qui est avec nous. Bonjour Besma. Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs. Ça fait longtemps. En effet. C'est notre petit cadeau Ramadan. Besma Maghrebi qui est avec nous. Avec Hanan Zawani qui est aussi avec nous en ce mardi. D'habitude c'est le lundi, mais aujourd'hui c'est le mardi. Aujourd'hui c'est le mardi. Bonjour à tous, salam alaikum chers auditeurs et chères auditrices. Alors, ravi que Besma soit ah oui. Plaisir partagé. Mon binôme pour cette émission, mais vraiment. Exactement, je partage effectivement. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Je crois que la dernière fois c'était au salon des musulmans de France, au Bourget. Oui, ça, oui. Voilà. Oui. Et j'avais proposé à Besma de venir un peu dans les studios, ce qu'elle a fait aujourd'hui en ce 15 mai. Et j'en suis ravie. Oui, absolument. Alors, nous serons en direct dans quelques instants avec Ziad Medouk depuis Gaza, puisque vous savez, la journée d'hier a été la journée extrêmement meurtrière. 62 martyrs côté palestinien, de côté de Gaza. Je viens d'avoir Ziad au téléphone qui me dit qu'aujourd'hui la journée est triste. Les Gazaouis sont tristes puisqu'ils enterrent leurs morts. Donc depuis hier, nous ferons le point évidemment sur cette situation puisque aujourd'hui vous savez que c'est la Nakba qui est la catastrophe pour les Palestiniens. Avec l'exode de plus de 700 000 Palestiniens en 48. Alors, on en reparlera évidemment. Avis tranché de Hanan Zawani, on va parler de quoi aujourd'hui, Hanan ? Alors on va parler de ce nouveau projet de loi donc il y a l'étude à l'Assemblée nationale donc sur les violences sexistes et sexuelles. Ah oui, ça fait réagir, il paraît. Ça fait réagir effectivement. Donc on va en parler à travers mon avis tranché. Oui, coup de cœur. Coup de cœur, la journée mondiale du vivre ensemble qui a été validée par l'ONU, donc à l'initiative de Cheikh Ben Tounes, donc qui est connu pour être président des scouts musulmans de France. Oui. Donc voilà. Ma chère Besma, que nous as-tu réservé pour ton avis tranché ? Alors moi pour la vie tranchée, j'ai choisi les armes et en parlant des armes en fait ça va être en référence ce qui s'est passé hier et aux propos qui ont été tenus par la France ce matin lorsqu'elle appelle Israël à faire preuve de discernement. Donc ça va être les armes, le discernement et un peu la guerre. Coup de cœur ? Et mon coup de cœur est pour Mariam Pouchtou. Mariam Pouchtou qui est ? Alors qui est en fait la présidente de l'UNEF antenne à la Sorbonne. Ah oui d'accord. Oui. Et voilà qui s'est exprimée en ce qui concerne la mobilisation contre la réforme de l'université samedi et qui a fait polémique. Exactement. Parce qu'elle porte le foulard. Le foulard. Voilà c'est ça. Et on n'oublie pas Christophe, on reçoit aujourd'hui Wafa Boujana donc qui est auteur, donc qui vient d'arriver dans les studios et donc il va nous présenter son livre L'Islam, donc il s'écrit Lis L-Y-S plus loin l'âme L' âme comme une âme. Donc on est ravis de l'accueillir. Bonjour Wafa. Que des Wafa. femmes aujourd'hui, voilà. Formidable. Bonjour Wafa. Tu t'approches un petit peu. Ça va ? Bonjour, oui ça va. On s'était croisés pour ne trahir aucun secret dans les studios d'une télé la semaine dernière. C'est ça. Et puis aujourd'hui t'es là. Voilà, ouais. C'est formidable. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc bienvenue à tous. Et puis alors on attend avec impatience. Vous savez que ce soir là ça va être le branle-bas de combat dans les maisons. On va savoir si c'est demain ou jeudi, le premier jour de ce mois sacré 1439, le Ramadan qui va commencer demain ou jeudi. On le saura ce soir. Le CFCM qui se réunit à la Grande Mosquée de Paris à partir de 18h et qui donnera sa réponse aux alentours de 19h, 19h15. Donc restez bien à l'écoute de France Maghreb 2. Bon alors a priori le branle-bas de combat chez moi en tout cas c'est pas le branle-bas de combat c'est le branle-bas de combat chez ma mère. Ouais. Oui quand même. Ben, on prépare le Ramadan quand même. On le prépare avec patience. Oui ma mère. Oui. Et toi Besma?
C'est le branle-balle combat chez toi. Non, pas vraiment. Quand même, faut savoir accueillir ce mois sacré quand même, mesdames. Oui, mais on est des femmes actives, on est prête à l'accueillir psychologiquement et on s'est préparé à cela. D'ailleurs, je salue Besma qui m'avait envoyé un petit guide justement pour se préparer ce mois de je l'ai vu passer Ramadan, aussi ce guide. Qui est imprimé, relié, en couleur. J'ai tout préparé, moi. Mais ça vient de... C'est toi qui l'as Non, c'est pas moi. Je l'ai reçu également. Et c'est vrai que je trouvais qu'il était très très bien fait. Oui. Et donc voilà, on n'a pas besoin d'être dans le rush la veille du Ramadan quand on a un super guide pour nous accompagner tout le mois et un super robot pour nous aider à cuisiner. Ah oui. Ah oui. Ouais. Super. Le Magimix, non? Non, c'est mieux que ça. Là. Comment on l'appelle? Thermomix. Thermomix. Le Thermomix, oui. Moi j'ai un copain, il l'appelle Momo. Oui, moi je l'appelle comme ça, moi aussi, je l'appelle Thermomo. C'est super Momo, tu sais, il fait des plats de ouf. Hein. Tout seul, t'arrives à la maison, Ah tu bah fais là juste pour le les Ramadan, ingrédients. il fait les harira, le couscous, Ah les bon tagines, il fait tout. Bon, et bien Donc tout pourquoi chez être Besma. dans le rush et pourquoi stresser Non, mais sérieux, le Thermomix, Non mais vraiment, oui. Ouais, mais ça oui, coûte une blinde, hein, Nana. Oui, je c'est t'explique, 5-6 000 euros, je crois. Non. Non, c'est pas ça? C'est 1000 euros. Non, écoute, 1260, Ah oui, d'accord. Ouais. Exactement. Virgule. 90. Faut pas oublier la virgule, c'est très important. Donc évidemment, bon Mais c'est courage. moins cher qu'un salarié. J'avoue. Si tu veux embaucher un cuisinier pour le mois du Ramadan. Écoute, moi j'ai ma femme à la maison, elle cuisine très bien et ça me coûte rien. Enfin, juste Non, les mais le courses. couscous quand même. Ouais. Ah, il fait Avec le couscous. Thermomix Oui. Ah oui. Oui. Incroyable. Testé, validé, approuvé. Ah ouais. Oui. Bon, c'est formidable. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, le Ramadan arrive à grands pas. On le saura donc ce soir, restez bien à l'écoute de France Maghreb 2, 19h, 19h15 pour l'annonce, puisque c'est la nuit de l'annonce maintenant, ça s'appelle comme la nuit, c'est plus la nuit du doute, c'est la nuit de l'annonce, et ça sera donc demain ou après-demain, et voilà, on attend ça avec impatience. Alors, encore une fois, comme on le dénonce ici, sur quel principe le CFCM va se décider, on ne saura jamais, pour l'instant, en tout cas, puisque faut arrêter de croire que les gens du CFCM vont regarder la Lune. Évidemment, il n'en est absolument rien, et ça, il nous a été confirmé. Non, mais attendez. Christophe, là tu as brisé un mythe. Non, tu mais- viens de m'annoncer qu'il regardait pas la Lune, c'est pas possible. Ah non, mais C'est une je arnaque. non, je peux vous l'assurer. C'est-à-dire que ça nous a été confirmé par Monsieur Djabala qui était avec nous hier au téléphone, qui a eu à participer à de nombreuses réunions Désillusion, donc hier. de la mosquée de Paris. Et ils se réunissent alors pour savoir s'ils vont suivre l'Algérie, l'Arabie Saoudite ou je ne sais quoi. Donc c'est Ils pouf font en tout fait. sauf regarder le soir. Ah non, ils font tout sauf regarder la Lune, ça c'est garanti. J'ai été déçue, Voilà. moi aussi hier en entendant ça. Bah oui, mais bon, Oui, c'est voilà. incroyable. Donc c'est pour ça, pour certains qui veulent pas se compliquer la vie, suivre la science comme moi. Donc moi ça m'arrangerait que ce soit demain si vous voulez, parce que j'aurai un problème de conscience. Bon, ceci étant, on s'en fout finalement de ma conscience. C'est parti pour un petit coup de cœur. LGF, le grand forum. Merci d'être avec nous avec Besma Maghrebi et Anan Zawani qui sont avec nous aujourd'hui jusqu'à 18h. C'est votre grand forum au quotidien bien sûr, et tout de suite nous prenons la direction de Gaza avec Ziad Medouk qui est avec nous. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors hier a été une journée des plus terribles pour les Palestiniens, Ziad. On dénombre 62 martyrs côté palestinien qui, on le rappelle, étaient partis manifester en famille avec le drapeau palestinien en main, et les snipers israéliens leur ont tiré dessus. Balles réelles, 62 victimes. Exactement, donc voilà, aujourd'hui il y a seulement un mort. Il y a 3 qui sont tombés à leurs blessures et un mort qui vient de mourir par un sniper israélien au centre de la bande de Gaza. Donc 62 martyrs et 2800 blessés. Ça, le bilan donc provisoire de la journée sanglante d'hier et la journée d'aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de rassemblements parce que pour 2 raisons. Aujourd'hui, c'est une journée de grève générale décrétée par les Palestiniens. Et deuxième chose, les Palestiniens de Gaza étaient très occupés par les funérailles, les obsèques et l'enterrement de 60 morts tombés hier. Donc, suite à des balles réelles, suite à des bombardements, suite à des gaz lacrymogènes lancés et tirés par les forces d'occupation israéliennes qui ne connaissent que le sang pour écraser, massacrer les Palestiniens. Et les Israéliens, ils n'ont jamais voulu la paix et toujours ils répondent à toute initiative palestinienne, régionale ou internationale par la force.
Et on a vu hier donc une nouvelle Nakba, une nouvelle catastrophe pour les Palestiniens, donc 60 morts en une journée. C'est terrible pour les Palestiniens, ça nous rappelle les massacres de 48, les massacres de 67 et les massacres des 3 dernières offensives militaires israéliennes de 2009, 2012, 2014, où toujours il y avait entre 50 à 60 morts par jour suite à des bombardements israéliens. Donc ça montre un peu la mentalité israélienne de réprimer, de écraser, de massacrer les Palestiniens. C'est ça toujours la réponse israélienne, malheureusement soutenue par les Américains, les Européens et les silences complices de ce monde arabo-musulman qui n'a même pas réagi et n'a même pas condamné et dénoncé donc les crimes israéliens. Et on a vu, à part les manifestations populaires dans quel pays arabe et quel pays européen, le silence complice sur ce qui s'est passé hier à Gaza. Ça montre au fond l'impunité d'Israël d'une part et le silence complice de cette communauté internationale officielle, de ces instances qui encouragent et qui soutiennent cet État illégal à continuer à écraser et à massacrer. Ziad, dernière question, quel est aujourd'hui l'état d'esprit des Gazaouis, des Palestiniens à la veille probablement de ce mois sacré du Ramadan? Le Ramadan 2014, on s'en rappelle, avait été très violent, meurtrier, avec ce lourd bilan, on le rappelle, de plus de 2500 morts, dont des enfants, 700 enfants. Et d'ailleurs, le monde entier a été, je pense, choqué par ce bébé de 8 mois qui est mort ce matin du côté de Gaza. Quel est l'état d'esprit des Gazaouis aujourd'hui? Écoutez, on peut dire que les Palestiniens de Gaza, ils partagent 3 sentiments à la veille du mois de Ramadan, le mois béni, le mois sacré de Ramadan. Donc il y a un sentiment de colère. Ce matin, j'étais dans les rues et dans les familles pour les obsèques et les funérailles de ces martyrs. Donc il y a un état de colère chez toutes les familles. C'est pour cela les gens ils sont pas partis massivement sur les lieux de rassemblement comme prévu, parce qu'ils n'attendaient pas le nombre considérable de ces morts. Et donc il y a un sentiment de colère chez les Palestiniens qui étaient très occupés par l'enterrement de leurs morts. Deuxième sentiment, c'est le sentiment d'impuissance. Donc avec la question posée jusqu'à quand ces massacres israéliens, jusqu'à quand l'impunité d'Israël, jusqu'à quand le silence complice de cette communauté internationale officielle. Donc voilà, deuxième sentiment. Et troisième sentiment, donc faut pas oublier que la situation économique est très difficile. Il y a le blocus israélien, il y a le chômage, il y a le manque de salaire chez les fonctionnaires palestiniens qui touchent leur salaire depuis longtemps. Et donc il y a un autre sentiment, un sentiment de préparation de mois de Ramadan, mais il n'y a pas ce sentiment de fait de préparation comme auparavant, parce que je pense que le sentiment de colère, d'indignation qui domine chez cette population civile de Gaza aujourd'hui, et c'est pas rendu au lieu de travail à cause de grève, mais surtout il y avait un aspect très positif, c'est l'aspect de solidarité, et on a vu ça dans les visites familiales, ça veut dire dans chaque famille où il y a un martyr ou un blessé, il y avait des visites de soutien par beaucoup de familles. Dans chaque famille, il y a des centaines de personnes qui viennent pour soutenir les familles, pour soulager leur peine, leur colère et leur douleur après la mort de leurs proches et de leurs enfants. Et deuxième sentiment, on a vu dans les hôpitaux, il y avait un appel à donner de sang et il y avait des centaines, voire des milliers ce matin dans les hôpitaux de Gaza pour donner de sang, pour sauver les blessés, parce que faut pas oublier que les hôpitaux de Gaza sont débordés depuis hier. D'ailleurs, avec le blocus, avec le manque de médicaments, je pense que les hôpitaux, j'aimerais bien à travers vous rendre hommage à ces médecins, à ces ambulanciers, à ces gens de bonne volonté, à ces infirmiers qui ont fait un travail énorme hier et ce matin. Hier, jusqu'à 5 heures du matin, donc, dans les hôpitaux de Gaza, il y avait
une mobilisation des médecins de toutes les urgences pour essayer de sauver la vie. C'est difficile, mais au moins, il y avait 11 états graves, donc les médecins ils ont réussi à sauver 7 blessés. Il y a 3 qui sont décédés ce matin, mais au moins ils ont sauvé la vie de 7 personnes. Et ça c'est bien, et cela malgré le manque de moyens. Mais on a vu une mobilisation populaire extraordinaire, donc il y avait des centaines, voire des milliers de gens, de personnes qui sont venues de façon spontanée pour donner de leur sang pour sauver les blessés. Donc, malgré la douleur, malgré la peine, mais je pense qu'il y a un sentiment de solidarité, surtout à la veille de Ramadan. Et donc, il y avait des visites dans les familles endeuillées, il y avait des dons de sang dans les hôpitaux, il y avait des visites pour les blessés dans les hôpitaux. Je pense que cette solidarité familiale, cette solidarité sociale, c'est ça le point fort des Palestiniens de Gaza. Oui. Que malgré cette situation, continuer donc à montrer leur sens de l'humanité, malgré toutes les mesures, malgré les massacres d'hier. Merci Ziad Medouk pour ce compte rendu donc depuis Gaza où vous êtes donc en ce moment même. Vous êtes le directeur de l'université Al-Aqsa, directeur du département français de l'université Al-Aqsa à Gaza. Ziad, bon courage évidemment et un bon Ramadan à tous les Gazaouis et à tous les Palestiniens. Bon et on se rappelle de toute façon pour rester connecté donc de la situation. Merci Ziad, bonne soirée. Au revoir. Merci. On rappelle, cher Anan, d'ailleurs on a appris ça tout à l'heure, apparemment la Turquie a réagi. Oui, la Turquie a réagi, elle a demandé l'expulsion donc de l'ambassadeur d'Israël. Et là, ça vient de tomber également il y a à peu près 1 heure. Donc la Ligue arabe appelle la CPI, donc la Cour pénale internationale, à ouvrir rapidement une enquête sur les crimes de l'occupation israélienne contre les Palestiniens. Donc j'ai juste envie de dire tant mieux, il était effectivement temps de monter au créneau, mais je comprends absolument pas que les États arabes et que les chefs d'États arabes n'aient pas réagi. On a l'Algérie, là pareil, ça vient de sortir en fin de matinée, on a le ministère des Affaires étrangères qui condamne avec la plus grande fermeté, mais qui dans le même temps empêche les Algérois notamment de manifester. Donc il y a un tas de policiers dans la rue qui empêchent les manifestants de manifester. Donc que fait le Maroc, que font les pays arabes quoi. Besma, une petite idée sur cette question, les pays arabes aux abonnés absents comme d'habitude, on a envie de dire. Oui, c'est assez désolant. J'en perds mes mots. Surtout que je viens de voir là qu'il y a une alerte qui vient d'arriver, comme quoi il y a un Palestinien qui vient encore d'être tué. Donc c'est insupportable. Il nous le disait, Ziad, à mort à Gaza, oui. Il nous en parlait il y a quelques instants. Et par contre, oui, pardon, excuse-moi. Oui, non, vas-y, Anna, il n'y a pas de... Non, je voulais dire que la Turquie appelait les pays musulmans à reconsidérer leurs relations avec Israël. Oui, à commencer par lui peut-être. Oui, à commencer par lui, mais effectivement, on en a déjà parlé au cours des émissions précédentes. Il faut que si vous voulez, du fait d'avoir des relations diplomatiques et surtout des relations économiques, on est pris, nous, en otage en tant que citoyens, parce que notre gouvernement ou nos chefs d'État légitiment en fait un pays qui est un pays colonisateur, qui est un pays qui tue des gens, quoi. C'est quand même hallucinant de voir qu'il y a eu autant de morts en une seule journée en Palestine et que le monde finalement reste là à condamner, j'allais dire timidement, à part l'Afrique du Sud qui a pour le coup bien réagi. Et j'ai été frappé de voir sur la carte des pays qui ont fêté la création d'Israël, 12 pays africains. Oui, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Kenya, l'Éthiopie, le Congo, le Rwanda. C'est incroyable. 12 pays africains. Oui. Bon, ceci étant dit, c'est noté. Donc, grosse manifestation, je rappelle, prévue demain à 18h30, place du Trocadéro, 18h30. Évidemment, soyez là. Et très nombreuses donc demain soir au Trocadéro. Et puis je précise que le Ramadan commence évidemment et que France Maghreb 2
met en place ce qu'on appelle des radiotons tous les week-ends. Et ce sera l'association Amani, justement pour les Palestiniens, le premier radioton à partir de vendredi soir. Alors je viens de voir ça, donc le roi Mohamed VI se dit inquiet et préoccupé. Ah bah merci pour son inquiétude, mais voilà. Il a envoyé une lettre le lundi 14 mai à Mahmoud Abbas. Ouais. Donc il exprime son soutien au président palestinien. Il mais se ne condamne dit pas. Inquiet et préoccupé. Bon, bah écoutez, voilà. Par contre, les choses sur lesquelles j'aimerais bien revenir, Christophe, c'est aussi la couverture médiatique. Ah oui. Voilà. La couverture médiatique. BFM qui nous parlait d'affrontements. Voilà, d'affrontements, de heurts. Mais même les différents personnages politiques qui prennent position ont beaucoup de mal à utiliser le terme de pays colonisateur. On a par exemple Benoît Hamon qui parle de massacre, donc il prend fermement position. Mais par contre, il met absolument pas l'accent sur le fait que ce soit un pays colonisateur. Effectivement. Et ça, c'est dit nulle part. C'est dit nulle part. Dans les médias, on ne parle pas de ça. Dans les médias, ce qu'on est en train de dire, Christophe et Besma et cher Wafa, c'est que s'il y a eu effectivement hier entre 50 à 60 morts, c'est du fait du Hamas. Donc on délégitime totalement le fait que ce soit un rassemblement populaire qui vienne du fait de la jeunesse qui n'en peut plus et qui manifeste et qui arrive à construire ses propres mouvements. Donc on délégitime leur combat en disant que c'est le combat du Hamas, et on a tout un tas de personnalités israéliennes qui ont pris la parole sur les différents plateaux et sur Twitter en disant de toute manière on condamne le Hamas, c'est une organisation terroriste. Donc c'est le nouvel angle de communication qu'ils ont trouvé pour eux légitimer ce qu'ils font, alors que non. Les différentes personnalités, par contre, palestiniennes qui ont pris la parole, notamment hier sur France 24, on a une super émission spéciale sur Jérusalem. Elle précise bien que le Hamas, si vous voulez, il est à bout de souffle et que c'est lui qui est venu se greffer à cette manifestation populaire qui a été organisée par la jeunesse depuis des mois. Ouais, absolument. Alors, on va passer au premier avis tranché, d'ailleurs, pour rester en lien avec toute cette situation terrible que connaissent les Palestiniens. Et avec Besma Maghrebi, son avis tranché, on va parler de ce qui a été évidemment trop présent hier, à savoir les armes, et les armes qui ont tué. Absolument, et je vais donner un petit peu mon ressenti de la situation et de la position qu'a pu avoir la France ce matin. Très bien, jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Besma Maghrebi pour nous parler donc des armes. Je te remercie Christophe. Oui, alors mon avis tranché aujourd'hui concerne les armes, mais pas que en réalité. C'est les armes, le discernement et le discours de la France en ce qui concerne les violences qui ont eu lieu hier. Alors j'ai entendu ce matin que selon la France, il fallait qu'Israël fasse preuve de discernement et qu'elle fasse preuve de retenue dans l'usage de la force. Donc là, moi j'ai été vraiment interpellée et assez choquée et gênée par cette phrase, parce que moi, quand j'entends faire preuve de discernement, faire preuve de retenue dans l'usage de la force, ce que j'entends, c'est que il faut qu'Israël fasse preuve de retenue dans l'usage des armes. Donc pour moi, la force, j'ai entendu armes, mais est-ce qu'on peut faire preuve de discernement ou de retenue dans l'usage des armes lorsque l'on a pour cible des manifestants, des femmes et des enfants? Est-ce que ce propos est digne de la France? Est-ce que ce propos est adapté à la situation qu'on avait hier, ou n'est-ce pas tout simplement une forme d'hypocrisie qui serait là justement uniquement pour tenter de nous faire croire que le combat qui a eu lieu hier serait en réalité un combat, alors que pas du tout, parce que ce que l'opinion commune ne sait peut-être pas, c'est que l'emploi de l'expression discernement est en réalité un discours militaire. On utilise l'expression du discernement lorsque les militaires s'adressent à leurs armées.
On a d'ailleurs sur le site du ministère de la Défense un PDF qui s'appelle le discernement et qui explique ce qu'est le discernement. Le discernement, c'est cette prudence qu'on doit avoir si elle débouche dans une décision ou une action. C'est une décision qui est prise par le chef militaire lorsqu'il se retrouve face à une action qu'il doit prendre, une action qui se doit d'être efficace. Mais le discernement, cette expression et ce PDF et toute cette définition qui est mise en place par le ministère de la Défense, qui a été employée par la France ce matin, s'adresse à la guerre. C'est lorsqu'on est en situation de guerre, c'est lorsqu'on a des armes en face de soi. Ce n'est pas des propos que l'on doit tenir lorsque l'on a en face de nous des femmes et des enfants. Ce n'étaient pas des militaires hier qu'il y avait en face d'eux, ils avaient des femmes et des enfants, ils avaient des manifestants. Donc, pour moi, lorsque la France tient de tels propos, c'est indigne du pays qui défend les droits de l'homme. Israël ne doit absolument pas faire preuve de discernement et de retenue lorsqu'elle a en face d'elle des femmes et des enfants. Israël doit faire preuve d'humanité et faire preuve d'une action qui doit conduire à la paix lorsqu'elle a en face d'elle un peuple et pas une armée. Merci Besma pour cette réaction et cette peut-être non-réaction d'ailleurs de la France qui Emmanuel Macron a condamné dans sa second temps cette violence extrême. L'action est condamnée, mais les propos qui ont été utilisés ne sont absolument pas adaptés à la situation et pour les personnes qui comprennent le champ lexical juridique qui a été employé, il était absolument pas du tout adapté. On a l'impression qu'il y a une espèce de peur. On a une hypocrisie. Ou une hypocrisie. Vraiment, Christophe, c'est une hypocrisie. Oui, non, mais d'accord. Mais il y a surtout cette impression quand même de peur quant à condamner lorsqu'il s'agit d'Israël. On n'a absolument pas peur pour condamner n'importe quel pays dans ce monde lorsqu'elle commet des choses de la sorte vis-à-vis d'une population. Mais lorsqu'il s'agit d'Israël, tout le monde se retient. On retient son souffle, on attend avant de réagir, on choisit les mots pour ne pas froisser son interlocuteur. Absolument, parce que le champ lexical qui aurait dû être employé ce matin, tu vois, selon moi, c'est plutôt le champ lexical du droit de la guerre et du droit de la population lorsqu'on est en situation de guerre. C'est celui-là qui aurait dû être employé. C'est-à-dire que lorsque t'as en face de toi une population qui est menacée, il faut faire en sorte de protéger il faut les protéger. Il faut faire en sorte qu'ils soient dans une sécurité et pas appeler à un discernement qui en réalité ne correspond à une action de guerre. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai trouvé que c'était totalement déplacé. Anan, ça t'a choqué aussi cette réaction française à cette agression barbare d'Israël vis-à-vis des Palestiniens hier ? Ça m'a totalement choqué cette absence de réaction. Donc on a encore un tweet, un communiqué, peu importe, d'Emmanuel Macron. Il n'utilise même pas le terme condamnation. Alors je sais pas, il appelle à la retenue. Non mais vous imaginez ? Oui, c'est ça. Il appelle à la retenue et en plus, il précise du côté des deux parties. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir le PDF. Je vous dis vraiment, il y a un PDF qui existe sur le discernement et qui explique quelle est la position qu'il faut tenir lorsqu'on est en situation de guerre, où il faut avoir le sens des responsabilités, avoir le sens de l'éthique. Il faut que le chef militaire vraiment tienne une position qu'il ait du discernement lorsqu'il mène son combat et lorsqu'il mène son action. Mais on n'a pas une armée en face. Là, on a le Haut Commissariat de l'ONU justement qui a réagi et qui constate en fait que tout Palestinien qui manifeste à Gaza, qu'il représente une menace imminente ou non, pouvait être tué par les forces israéliennes. Donc ils condamnent, bien entendu, mais si vous voulez, ils en sont aussi rendus à dire que à partir du moment où en réalité on a un homme, une femme, un enfant, des journalistes, des secouristes, des passants, et qui s'approche à un rayon de 700 mètres de la barrière, en fait, ils courent le risque d'être abattus. Donc je suis un peu mitigée par rapport à cette réaction. Et puis qu'ils auraient été prévenus. Attention, ils ont quand même été prévenus par l'envoi de tracts jetés dans les airs. On les a prévenus, attention, que si jamais ils s'approchaient, ils risquaient la mort. Bon. Et là, c'est comme le Haut Commissariat de l'ONU qui redit ça, en fait. C'est comme si, de toute manière, vous êtes prévenus. Vous vous approchez de la barrière.
qui que vous soyez, vous risquez d'être tué. C'est ça. 01 40 33 9000. Jamel est avec nous. Bonsoir. Ah bah il est parti, Jamel. Il souhaitait réagir, en tout cas qu'il n'hésite pas à nous appeler s'il le souhaite, bien sûr, sur France Maghreb 2. Ah, je crois qu'il est là. Jamel. Bonsoir, pardon. Oui. Je suis toujours là. Jamel, vous nous appelez d'où? De Reims. De Reims. Bonsoir Jamel. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Par contre, baissez-moi la radio, s'il vous plaît, Jamel. Alors voilà, je vous salue parce que moi ça m'est arrivé d'écouter tous les infos en fait qui sont dans les médias, que ce soit France Culture, Inter, enfin tout. Oui, enfin, on va pas les citer. Et je suis étonné. Tout à l'heure, j'ai écouté l'intervenant représentant de la Palestine qui était sur France Culture vers 12h30. Et en fait, c'est le seul qui a parlé d'une façon. Il fallait l'écouter parce que la première fois j'entends un représentant de la Palestine ici en France. Il a très bien parlé et il a même par rapport aux questions qui lui ont été posées, les journalistes, je sais pas si vous avez remarqué, on dit toujours que c'est des affrontements. Moi, j'ai téléphoné plusieurs fois à France Inter pour dire il y a pas un qui dit que ça massacre, disons, une manifestation de civils, avec les enfants et des femmes et des comme ça. Mais en plus, il y avait des journalistes de tout du monde entier qui étaient présents. Absolument. Et d'ailleurs, Jamel. Mais malgré ça, on dit qu'il y avait des affrontements. Oui. Et le problème, c'est que le problème qui se pose, il y a tout le monde, il y a beaucoup d'hommes politiques. En fait, ils sont tous imbibés de la judaïté. Je ne sais pas, parce qu'ils ont, je crois que l'Europe n'a pas la conscience tranquille. Soi-disant qu'ils ont. Ah, vous voulez dire qu'elles se sentent coupables? Il faut dire que c'est eux qui ont massacré les Juifs. Hein. Ouais, absolument. Alors maintenant, ils veulent soi-disant pour jouer entre parenthèses les faux culs, c'est-à-dire qu'on n'a pas. Oui, un sentiment de culpabilité, si je vous comprends bien, Jamel. Merci beaucoup, Jamel. En tout cas, on a bien compris, et c'est vrai que cette image, moi, de ce monsieur assez âgé qui était au milieu des journalistes et qui s'est fait tirer dans les jambes par un sniper israélien. Voilà. Donc non, mais quand tu vois Christophe que tu as des manifestants israéliens qui applaudissent en fait la répression des manifestants et qui hurlent brûlez-les, tirez-leur dessus, tuez-les. Donc je répète, brûlez-les, tirez-leur dessus, tuez-les, et que ça par contre on ne le voit pas dans les médias. Jamais. Donc on va aussi saluer aussi les Israéliens qui manifestent contre la violence, contre le sort qui est fait réservé aux Palestiniens. Mais ça aussi, on n'en parle pas et on essaye de la cacher. Il faut rappeler aussi pourquoi est-ce qu'ils manifestent. Il y a plus de 700 000 Palestiniens qui sont en dehors de leur territoire légitime. Ouais, en 48. Et puis ils manifestaient aussi pour dénoncer le transfert et cette provocation de Donald Trump. Donc de transfert de cette ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Bon, vous pourrez réagir d'ailleurs tout à l'heure. On va ouvrir un grand Libertad à partir de 17h30, 17h35 au 01 40 33 9000 pour donner un petit peu avoir votre les avis. résultats, Christophe. Oui. Alors la question du jour, c'était quoi déjà? Alors pensez-vous que les Palestiniens pourront à court terme avoir leur indépendance? Donc 43% pensent que oui, 57% pensent que non sur Facebook. Ah oui, quand même. Donc il y a 43% de gens pensent que non. Une perte d'espoir ou de. Oui, enfin c'est surtout qu'il y en a 57% qui pensent que non. Qui pensent que non, effectivement. Donc une perte d'espoir, une réalité effectivement va peut-être être aussi réaliste face à la situation diplomatique et le peu d'engagement de tous les pays. Donc aujourd'hui Israël fait ce qu'il veut. Ouais. Et le petit oiseau, ça donne quoi? Alors le petit oiseau, c'est à peu près pareil. Donc 59% pensent que non. Ouais. Besma, tu penses qu'un jour de notre vivant, on verra cette Palestine indépendante? De notre vivant, je ne pense pas. Mais par la suite, je l'espère. J'arrive pas à retrouver, il y a un commentaire que j'ai vu passer sur la question du jour, c'était peut-être lors d'un de mes partages, où on avait justement quelqu'un de Facebook, j'ai pas son nom, j'ai rien, qui disait que non, qu'en fait non, puisque c'est écrit que non, d'un point de vue religieux. Que
que la Palestine ne va pas être libérée par la diplomatie. Bon, eh bien espérons que la Palestine quand même obtienne cette fameuse indépendance et surtout de la tranquillité, parce que depuis 70 ans que ça dure, ça commence à bien faire. Il y a des croyants qui croient que non. Ah ouais. Bon. Eh bien nous on croit que oui. Voilà, dans un instant sur France Maghreb 2, avis tranché. Non mais vas-y, je t'écoute. Non mais qu'est-ce qu'il y a Besma veut dire quelque chose. Non, j'allais juste te dire que si déjà à la base on appliquait le droit coutumier en ce qui concerne le droit de la guerre, peut-être qu'il y aurait plus de chances pour la Palestine de pouvoir obtenir son indépendance. C'est juste que là toutes les règles sont bafouées de tous les côtés. On n'applique plus ni les lois internationales, ni les règles coutumières, ni la tradition en ce qui concerne la guerre. On n'applique plus rien. Donc, tu nous en parleras tout à l'heure des droits de la guerre justement. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, c'est le grand forum en ce mardi 15 mai. Je vous rappelle, messieurs dames, que c'est ce soir que nous saurons si le Ramadan débute demain, mercredi 16 mai ou le jeudi 17 mai. À l'occasion de la nuit de l'annonce, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, c'est à la mosquée de Paris, le CFCM, les différentes instances musulmanes de France vont se réunir autour des principaux responsables pour décider quel sera le premier jour de ce Ramadan 1439. Je dis pas une bêtise, 1439, oui c'est ça, qui démarrera soit demain, soit jeudi. Quoi qu'il en soit, et par avance, un excellent Ramadan qui, je l'espère, mais c'est un petit peu utopique de dire ça, mais on peut quand même l'espérer, soit un Ramadan de calme, de sérénité, et qu'il y ait le moins de sang possible qui coule, que ce soit dans les pays, en Palestine, en Syrie et partout ailleurs dans le monde. Parce que, rappelons-le, il est utile de le rappeler, les premières victimes du terrorisme dans le monde sont les musulmans, qui sont les plus touchés par le terrorisme, faut-il le rappeler. En tout cas, c'est, je crois, utile de le faire. Donc espérons que ce mois béni, sacré, qui est un mois de partage, de générosité, un mois de spiritualité, puisse être calme, serein, et que la paix l'emporte. Partagez, j'espère, toutes les deux, mon vœu. Inch'Allah. Comme on dit. Inch'Allah. Je suis prête, Christophe. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Presque prête pour l'avis tranché de notre ami Hanan Zawani, qui va nous parler d'un autre sujet, puisqu'on va aller du côté de l'Assemblée nationale pour parler de ce projet de loi qui fait bien réagir là pour le coup. C'est bon, t'es prête, Hanan ? Oui. Bon, alors c'est parti, jingle. Pour le droit des enfants depuis des années et constate que la France n'est toujours pas capable, par exemple, de signer le protocole du Conseil de l'Europe qui condamne les châtiments corporels. C'est toujours le droit des adultes qui l'emporte sur le droit des enfants. On aurait pu avoir un message fort disant qu'un crime sur enfant est imprescriptible. Vous allez à la télévision, dit-il, et en 20 secondes, le message est passé. Mais que retient-on de ce projet de loi? Que c'est compliqué d'après les journalistes. Si même les journalistes n'ont pas compris, comment l'opinion peut-elle comprendre? Il faut sortir du débat sur le viol. Il faut dire qu'on ne touche pas à un enfant. Point, terminé. Donc voilà. Alors là, je vais peut-être demander la réaction de Besma, mais qui va remettre sa robe d'avocate pour le coup. Besma Maghrebi, maître Maghrebi. Oui, désolé Christophe, j'ai pas entendu ta question. J'ai dit je vais te demander la réaction par rapport à cet avis tranché de Hanan Zawani qui parle donc de ce projet de loi et qui parle de cette réaction de ce magistrat et concernant donc effectivement le consentement d'une relation sexuelle donc à partir de 15 ans. Si on a bien compris un petit peu le truc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce projet de loi? Est-ce qu'il y a recul? Là pour l'instant oui, il y a manifestement un recul. Après moi je partage absolument la position de ce magistrat. Donc je pars du principe que oui, un enfant reste un enfant et là on pourrait d'ailleurs le rapprocher un petit peu de l'avis tranché que j'ai eu lorsqu'on parlait du discernement, parce que le discernement c'est aussi une notion juridique qui existe pour savoir si la personne est responsable ou non de l'acte qu'elle accomplit et lorsqu'elle n'est pas sujette au discernement, on considère qu'elle est irresponsable. Donc c'est aussi une notion qui est importante. Et là moi
je dirais presque que qu'un enfant n'a pas suffisamment de discernement pour consentir à un tel acte. Et partant de là, s'il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de consentement. Donc s'il n'y a pas de consentement, il y a atteinte. Non, et puis d'un point de vue sociétal, je trouve le débat qu'avance donc cet ancien directeur du tribunal pour enfants de Bobigny, c'est pas grave, c'est pas rien, et en plus c'est un militant pour le droit des enfants. Il tient un blog sur Le Monde, il a écrit plus de 700 articles, donc c'est un domaine qu'il connaît bien. D'un point de vue sociétal, il est temps effectivement de redire les choses telles qu'elles sont. On ne touche pas à un enfant, qu'elle ait 11 ans, 13 ans. À partir de 15 ans, ça peut encore se discuter. Mais si vous voulez, en dessous de 13 ans, il n'y a pas de discussion. Un enfant n'est pas capable de donner son consentement à un adulte. Une enfant, qu'elle ait 10 ans, 11 ans ou 12 ans, effectivement, elle peut vouloir, entre guillemets, jouer d'un certain charme, d'une féminité naissance. Mais elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. C'est pas une adulte. Ouais. Bon, n'hésitez pas donc à réagir, bien entendu, tout à l'heure dans notre grand Libertad. Pour l'heure, je vous propose, messieurs, dames, d'accueillir quelqu'un pour qui nous avons un profond respect. Chir Bentounes, bonsoir, salam alaikum, bienvenue sur France Maghreb 2, Chir. Wa alaikum salam, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, c'est pas votre première dans cette émission, mais c'est à chaque fois un plaisir. Je rappelle que vous êtes le président des scouts musulmans de France, et que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et l'initiateur aussi d'une journée de vivre ensemble. Chir, ça fait du bien une journée du vivre ensemble en ce lendemain de tristes événements du côté de la Palestine d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et c'est la journée internationale du vivre ensemble en paix. Donc c'est bien souligné, c'est une journée qui a été adoptée par l'ensemble des États membres des Nations Unies à l'unanimité, sans qu'il n'y ait aucune voix qui manque à l'appel. Donc ça veut dire l'urgence de ce vivre ensemble, le besoin de la société d'aujourd'hui d'introduire le vivre ensemble comme une médiation entre les individus et la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qui petit à petit glisse vers un monde de violence et qui aujourd'hui gagne en grandeur et en désastre. Des pays entiers sont détruits, la Syrie, la Libye, le Yémen, l'Irak, le Sahel africain, et de plus en plus cette violence devient la seule alternative et la seule réponse aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Vous avez parfaitement raison, cher. Pourquoi avez-vous tenu à ce qu'il y ait justement cette journée du vivre ensemble? Est-ce qu'elle vise, cette dernière, à faire évoluer les mentalités, faire changer un petit peu l'état d'esprit de nos dirigeants? Quel est le but précisément? Alors, le but précisément appelle et interpelle chacun et chacune des citoyens du monde, sans exception, au-delà de leur appartenance à une religion, à une nationalité, ou au-delà de la couleur, de la race, etc. Elle interpelle chacun de nous aujourd'hui à se distinguer en optant soit pour la paix et le vivre ensemble, soit pour nous emmener petit à petit vers un saut vers l'inconnu. Cet inconnu fait de violence et de repli sur soi, de peur, et cela va fracasser la société entière, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Alors cette journée, Chir, c'est quelle journée exactement? La date? Alors la date c'est le 16 mai, c'est à midi exactement que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de cette journée, et elle est devenue aujourd'hui le symbole d'un espoir qui renaît au sein de la société internationale, et que tous ceux et celles qui aiment la paix, qui militent pour la paix et qui souhaitent un avenir construit sur le dialogue, sur la médiation, sur la réparation des torts, sur la justice et sur le vivre ensemble, puisse aujourd'hui
le dire d'une façon ou d'une autre, le dire avec une fleur, avec un sourire, avec un mot, le dire en écrivant un texte par Internet, en envoyant un email par Internet, le dire aux chefs d'État, le dire aux responsables politiques. Nous voulons vivre ensemble. Nous voulons que l'humanité d'aujourd'hui et de demain, nous voulons que nos enfants puissent construire leur avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Alors Chir, vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission du Grand Forum, et dans cette émission on a la particularité de ne pas avoir notre langue dans notre poche, Chir, y compris d'ailleurs lorsqu'on reçoit des invités. Et Besma Maghrebi, ici présente, l'une des intervenantes dans notre émission, a peut-être une petite critique à formuler par rapport à cela, Besma? Oui. Je vous en prie. Allez-y, Besma. Oui, alors, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une critique, mais moi, par rapport à ce qui s'est passé hier, demain, j'aurais du mal à être dans l'espoir. Par rapport à la réaction internationale qu'on a eue, et par rapport à tous les propos qui ont été tenus par les différents pays de par le monde, je pense pas qu'on soit dans l'espoir. Là, tout à l'heure, vous avez employé ce mot, ça me fait rebondir, parce que moi, demain, j'aurais pas envie d'être dans l'espoir, j'aurais pas envie d'offrir une fleur. J'ai plus envie que les États réagissent et qu'ils prennent conscience de la gravité de la situation et qu'ils tiennent des propos dignes de ce nom, et qu'ils assument une bonne fois pour toutes leurs responsabilités et qui décide d'intervenir avec fermeté face à ce qui s'est passé hier. On a envie de dire que ça tombe plutôt mal, quoi. C'est tout, Chir. Ça tombe au contraire. Pour moi, c'est rester les bras croisés et de rien faire et dire que la seule réponse qu'on a, c'est de mettre la responsabilité sur le politique, c'est fuir le problème. C'est justement, depuis des années, on ne cesse de répéter ce discours. Mais alors, si on met pas la responsabilité... Oui, mais agir, en effet, mais qui peut agir? Parce que le peuple, quand il essaye d'agir et qu'il essaye de manifester, il se fait tuer. Moi, la société, en entier, les associations, les écoles, si ce vivre ensemble puisse rentrer dans les écoles, si on peut dire à nos enfants, avant que vous soyez ceci ou cela, noir ou blanc, de nationalité française ou de nationalité chinoise, vous êtes avant tout une conscience, et que ce qui vient d'arriver touche la conscience humaine. Il ne touche pas uniquement des gens qui se trouvent quelque part à Gaza ou en Syrie, ou en Afrique, ou en Asie, ou en Amérique, mais il touche la conscience humaine. Ce qui nous sommes un corps, nous sommes, l'humanité est un corps dont chaque nation est membre. Nous devons agir ensemble pour réparer ce mal qui ronge l'humanité. Mais c'est là où moi je suis pas d'accord avec vous, parce que pour moi c'est, Salam alaikum, je suis Khaled Bentounej, donc je me présente, je m'appelle Hanan. Moi donc vous m'avez perturbé. Donc je comprends ce que veut dire Besma. Moi, en toute sincérité, j'ai choisi ce coup de cœur et cet événement coup de cœur parce que je comprends ce qui sous-entend effectivement de promouvoir le vivre ensemble, c'est des valeurs importantes, et que malgré tout, et effectivement, c'est une période qui est d'autant plus difficile depuis hier, mais en réalité depuis tous les jours de l'année, et que de continuer à promouvoir ce message auprès des institutions internationales, moi je trouve ça formidable. Et en tout cas, je tiens à saluer et à dire aux auditeurs que du fait que ça vienne d'une organisation et puis d'une personnalité qui prône des valeurs musulmanes, oui, et que cette journée-là, elle était votée à l'unanimité, si je me trompe pas, au sein de l'ONU, c'est une vraie avancée. Quand on nous dit, et qu'on n'arrête pas de nous répéter ici, j'entends en France, que les citoyens musulmans ne prennent pas la parole, qu'ils ne condamnent pas, qu'ils ne font rien, qu'ils n'agissent pas,
Alors aujourd'hui, ça c'est pas la facilité, mais on pourra leur dire, si, il y a une journée qui a été mise en place, et elle a été mise en place par un des membres de notre communauté qui vit ici en France et qui agit à l'international et qui fait en sorte que ça se passe bien chez nous et partout par ailleurs. Moi, je trouve cette journée vraiment formidable, et je salue aussi la prise de parole que vous avez eue lorsque vous l'avez présentée au mois de mars, je crois. Quand vous avez mis au mois de décembre, le 8 décembre. Au mois de décembre, excusez-moi, et que vous avez mis en avant la place de la femme et le rôle fondamental que la femme a à jouer. Juste, je vais reprendre vos mots parce que je tiens absolument à les lire. Ils sont absolument, ils touchent au cœur de toute manière. Elle est, en parlant de la femme, elle est son centre de gravité, révélateur de sa force comme de sa fragilité. Si la société musulmane veut retrouver la paix et la joie de vivre, si elle respecte la dignité, répare l'injustice et les torts causés à la femme, lui redonne sa place et le rang qui lui revient de droit, alors tout devient possible dans un avenir proche. Donc en plus, vous êtes féministe. Écoutez, moi je trouve ça formidable. Voilà. Mais après, je comprends ce que veut dire. Bravo en tout cas, cher, pour cette initiative. Mais j'ai pas répondu à la question que Asma m'a posée. Oui. Parce que Basma m'a posé une question d'actualité brûlante. Oui. Ce qui se passe aujourd'hui, je veux pas fuir la question. Je veux dire que c'est l'urgence du vivre ensemble, elle se déclare là, aujourd'hui et maintenant. Parce que si nous voulons tous guérir ce mal qui nous ronge partout, et qui fait que aussi des jeunes qui se réclament de l'islam puissent faire commettre aussi des assassinats et par dépit, par peut-être le fait que leur seule réponse à la violence est la violence. Ce n'est pas la voie. Je le dis et le redis. Et la question quand j'étais aux Nations Unies au mois de décembre pour défendre cette journée, la question m'a été posée par un journaliste d'origine palestinienne et de nationalité américaine. Oui. À une conférence que je tenais à la mission allemande pour faire connaître ce message du vivre ensemble, il m'a dit, mais Monsieur Bentounès, vous proclamez le vivre ensemble, vous êtes un citoyen de la paix, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez à Monsieur Trump qui vient aujourd'hui même d'annoncer que la capitale, qu'il déplace l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem? La question a été posée, et quelle a été votre réponse, cher? Alors la réponse, ma réponse en tant que personne, en tant que citoyen, tout simplement, mais porteur d'une espérance, ma réponse a été: si tous les pays accompagnaient M. Trump, l'accompagner dans cette entreprise, ne pas le laisser seul, et décident ensemble que oui, nous acceptons que que Jérusalem devienne la capitale à la fois d'Israël, mais à la fois aussi des Palestiniens. Et là, on résoudra un problème qui date depuis 70 ans. Oui, mais c'est pas prêt d'arriver, par rapport à la capitale de Jérusalem. Moi, je vois la guerre sur les réseaux sociaux. Un coup, Jérusalem est palestinienne, un coup, Jérusalem. Alors, on ne finira pas. Moi, l'approche que je défends sans nier le droit des Palestiniens à avoir leur capitale et un État indépendant et des libertés et une vraie vie. Moi, ça fait quand même des années que je comprends pas en fait qu'on veuille absolument accaparer Jérusalem. Hier, on a Ouda El Imam qui est intervenue sur France 24, qui est une consultante en fait et qui agit pour la préservation de certains monuments et qui dit
et je la rejoins totalement dans cette approche. Jérusalem est la capitale de l'humanité. Elle appartient à moi, française, elle appartient à vous, Italiens, elle appartient au monde entier. Elle appartient aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, aux athées. Elle appartient, voilà, elle appartient à tout le monde. Donc moi, je pense que cette ville, en réalité, elle n'a pas à être la capitale elle n'a pas à être la capitale. Oui. S'il vous plaît, nous vivons pas la souffrance que vivent ces gens qui sont là-bas. Excusez-moi. Nous, on peut dire ça. Parce qu'on est loin. On est loin du malheur qui atteint tous les jours les gens qui vivent sur place. Qu'ils soient palestiniens, chrétiens ou musulmans, ou qu'ils soient juifs, il y a des gens qui veulent vivre même là-bas ensemble. Oui, c'est ce qu'elle disait. Que effectivement il y a des gens qui vivaient ensemble, que elle était née à Jérusalem, qu'elle avait été à l'école française, allemande, etc. et que tout le monde vivait ensemble et qu'aujourd'hui il n'y a aucune raison de vouloir Non, et puis là, moi, j'ai envie de rebondir parce que justement, comme vous dites, il y a des gens qui vivent là-bas, qui sont dans la souffrance et qui ne sont pas bien, qui vivent dans la violence. Donc, je ne pense pas que la solution, ce soit une journée du vivre ensemble, mais de trouver d'autres solutions concrètes pour essayer de les aider. C'est pas une journée, ou alors vous n'avez rien compris. C'est pas une journée. Cette journée, ça nous permet d'introduire la culture de paix, la culture de la c'est pas ça. Moi, ce qui me gêne, c'est que les conflits qui ravagent le monde. Moi, ce qui me gêne, c'est que l'essence même de l'ONU à la base, c'est de trouver une solution contre les conflits et les guerres au niveau international. Et que là, j'ai l'impression qu'elle se détourne complètement de l'essence pour laquelle elle a été créée. Alors, on laisse le problème à l'ONU et ça. LGF, le grand forum. Merci d'être avec nous et ça se poursuit. En antenne. Oui, non, ils sont pas allumés. Là, ils sont allumés. Voilà. Bonsoir à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre. Et c'est animé, y compris en antenne. Et je tiens à préciser que c'est le ton de l'émission. C'est le grand forum. Ici, on partage, on échange, on dialogue. Des échanges parfois houleux, mais tout se fait évidemment dans le respect. Et dans la bonne entente. Et on salue notre ami Farid, qui est avec nous dans les studios aussi, qui fait partie aussi des scouts musulmans de France. Bonsoir Farid et bienvenue. T'as compris le ton de l'émission, hein, ici. Voilà. Oui, tout à fait. Et bon. Je m'en réjouis parce que c'est comme ça qu'il faut avancer. Parce que si tout le monde se tait, dit rien, c'est pas bon. Oui, et puis voilà, on n'est pas là pour acquiescer et partager Exactement. Tout ce qui se passe, hein, aussi, y compris avec les amis, hein. Parfois. Farid, je l'ai invité la semaine prochaine pour qu'il vienne nous présenter l'action des scouts musulmans de France. Je te l'annonce en direct, Christophe. Ah bah c'est sympa, ok. Bah écoute ça, bienvenue mon cher Farid, tu connais la maison maintenant. Lundi prochain. Je te donne la clé, tu rentres, tu fais comme chez toi. Non, parce que c'est une belle action aussi au niveau des scouts musulmans de France. Et puis j'aimerais bien qu'on fasse un focus spécial là-dessus. On fera, voilà, à ta guise ma chère. Alors, on va maintenant passer à un autre sujet avec notre invité littéraire, l'invité littéraire d'Alan Zawani. Ma chère Alan. C'est parti. D'accord. Oui. Bah, effectivement, donc je vous présente Wafa Boujana. Donc je vais vous la présenter en quelques lignes, chers auditeurs et auditrices. Donc Wafa, en fait, s'est inscrit en 2003 à l'Institut européen des sciences humaines de Paris, où elle étudie la langue arabe, les sciences islamiques et le Coran. Elle poursuit ses études de langue également. Donc de retour en France, animée par des questions existentielles et par une quête de spiritualité non assouvie, elle s'intéresse particulièrement à l'épanouissement de l'être. Elle entreprend alors des formations en développement personnel et obtient également un diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants. Donc ces études lui permettent de saisir l'importance de comprendre l'enfant pour mieux comprendre l'être. Aspirant à l'éveil de son cœur et à la paix de son âme, Wafa continue de s'épanouir à travers l'écriture qu'elle nourrit au fil de ses expériences et de ses lectures. Une écriture qui l'inspire, l'éveille et qu'elle désire partager. Donc effectivement, Wafa, on a eu le bonheur et la chance de la rencontrer la semaine dernière. Et elle vient nous parler aujourd'hui de son premier livre qui s'appelle L'Islam. Donc l'islam, non pas I-S-L-A-M, mais L-Y-S, donc le nom de cette fleur. Donc tu vas nous expliquer pourquoi le nom de cette fleur. Lys et l'âme comme l'âme. Donc voilà, cultiver et faire fleurir le meilleur de soi à la lumière des prophètes.
Bienvenue Wafa. Merci, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Merci Christophe, merci Anan, merci Basma. Donc merci pour cet accueil, je suis très heureuse d'être là. On est ravis également. Écoutez, aujourd'hui, donc je vais vous présenter mon ouvrage l'islam. Pardon. Donc comme a dit Anan, ce n'est pas l'islam de la religion, donc l'islam c'est un jeu de mots. Donc c'est lys de la fleur de lys et l'âme de l'âme. Pourquoi ce titre ? Ce titre m'est venu à travers mon écriture, notamment en écrivant à la fin de ma conclusion. Et qu'est-ce qu'il m'évoque, qu'est-ce qu'il m'inspire ? Tout simplement lorsque justement on cultive en soi des vertus, lorsqu'on cultive le meilleur de soi, en modélisant les prophètes, à la lumière des prophètes, on s'épanouit telle une fleur, telle la fleur de lys, et c'est beau. Pour propager et partager de sa senteur, de son parfum, de sa beauté, de sa douceur, et l'offrir en fait au monde. Donc voilà ce jeu de mots. Voilà ce que signifie ce jeu de mots. Alors ce livre, c'est un beau livre avec une très belle couverture. Faut l'offrir à Besma, hein, comme ça elle apportera sa critique. Alors, je pense qu'elle va être d'accord. C'est un livre qui est construit en plusieurs chapitres. Donc chaque chapitre en fait a le nom d'un prophète. Oui. Et tu mets en avant en réalité une méthode, ou en tout cas une science humaine qui s'appelle l'énéagramme. L'énéagramme. Oui. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Et peut-être nous donner un exemple de ce que tu développes dans un des chapitres. L'énéagramme. Qu'est-ce que l'énéagramme ? Oui, donc ce mot peut paraître assez mystérieux. Ouais. Donc en tout cas, il vient pour être clair, il vient du grec énéa qui signifie 9, du chiffre 9, et gramma qui signifie point. Donc c'est 9 points. Donc l'énéagramme, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil de connaissance de soi qui met en avant, qui met en lumière 9 aspects de la personnalité. D'un côté, donc ça c'est ce qu'on appelle 9 aspects de l'ego, donc ça c'est ce qu'on appelle l'expérience égotiste, et de l'autre côté, au sens à contrario, il met en lumière les 9 aspects de l'être, donc l'être réalisé, libéré de l'emprise de son ego. Et donc cette réalisation, elle va se manifester notamment à travers des vertus, à travers aussi ce qu'on appelle des idées supérieures. Donc c'est une vision en fait de la réalité. Donc je vais pas rentrer dans les détails de l'outil, mais en tout cas c'est un outil très intéressant qui donne des clés pour mieux se connaître, pour mieux connaître tous les mécanismes, les automatismes qu'on a mis en place, parfois qu'on contrôle pas. Parfois, il peut nous arriver des fois de ne même pas avoir conscience en fait de ce qu'on fait, ou bien de regretter après coup, de se dire mais pourquoi j'ai réagi de cette façon. C'est un livre qui va nous permettre de nous améliorer parce qu'on tend tous vers ça. L'idée, ça serait ça. L'idée, ça serait ça parce que bon après moi je parle pas à travers mon ouvrage, il n'a pas pour but d'expliquer en tout cas l'énéagramme. Je l'introduis parce que c'est ma base de réflexion. J'ai travaillé avec l'énéagramme et plus précisément j'ai travaillé avec l'expérience essentielle, donc les 9 vertus, la réalisation de l'être. Et j'ai mis en lumière ces 9 vertus à travers le parcours de 9 prophètes. Pourquoi ? Pour donner envie au lecteur de cultiver... C'est bien, pose des questions et répond en même temps, c'est parfait ça. C'est pratique. Je me dis que ça va être la question que les gens vont se poser, mais pourquoi ? Donc en fait, pour donner envie au lecteur de cultiver ses vertus, mais pas n'importe comment, en modélisant les prophètes. Voilà. Un exemple, par exemple ? Alors par exemple, Moussa. Donc il y a 9 vertus. Donc Moussa, c'est la véracité pour Moussa, qui est en rapport avec le point 3. Donc qu'est-ce que je mets en lumière ? Je mets en lumière des événements de sa vie à travers lesquels il a fait preuve de véracité. Parce que lorsqu'on connaît l'histoire de Moussa, on sait qu'il a dû affronter en fait Pharaon, qui était considéré comme un tyran. Et donc il l'a affronté en lui transmettant, en lui faisant part de la vérité qui était le message donc de vérité transmis par Dieu. Et donc il a aussi également avec ce message de vérité contré en fait toute l'illusion qui était mise en place par les magiciens notamment. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire l'histoire de Moussa où on peut entrevoir en fait des petits détails intéressants en fait. Je pense que on prend pas le temps de méditer assez souvent les histoires des prophètes
Et quand on les médite un peu plus souvent, on peut découvrir des choses, des éléments très intéressants sur leur, sur qui ils étaient. Et ce sont des hommes, en tout cas, qui ont été choisis par Dieu. Et il les a choisis comme messagers pour nous transmettre un message. Donc ils ont été élus par Dieu, qu'ils ont beaucoup à nous transmettre, même aujourd'hui, même s'ils ne sont plus vivants. Ils ont beaucoup à nous transmettre à travers leurs histoires. Et je pense aussi que c'est pour cette raison que Dieu les évoque autant dans le Coran. Et le meilleur d'entre eux, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord. Alors pour lui, justement, à quelle vertu Alors j'ai mis en lumière à travers son parcours l'enthousiasme, bien que, enfin, je tiens à le préciser quand même, je n'enferme pas les prophètes dans une vertu. Tous les prophètes ont des multiples vertus, je dirais même toutes. Et le prophète alayhi salatu wassalam a forcément toutes les vertus, puisqu'il est l'être parfait, comme l'a si bien dit Christophe. Mais je mets en lumière une vertu que j'ai vue un peu plus dans le parcours d'un prophète. Et dans celle du prophète, dans le parcours du prophète Ibrahim, c'est l'enthousiasme que j'ai mis en lumière. Pourquoi ? Parce que quand je lis son histoire, oui, le prophète Mohammed, c'est ce que j'ai dit. Non, Ibrahim, mais c'est pas grave. Ibrahim, pardon. Je vois de l'enthousiasme. Je vois que c'était un homme d'action qui a mis en place, qui a œuvré pour créer une société nouvelle, qui a mis en place des actions dans un peuple, auprès d'un peuple qui était qui avait des croyances très ancrées, donc c'était difficile d'apporter un véritable changement. Il a créé une société nouvelle basée sur des valeurs humaines telles que la bienveillance, le partage, l'amour, la justice. Donc c'est un véritable bouleversement en fait qu'il a apporté. Donc voilà, mais après j'apporte beaucoup plus de détails. Bien après il faut lire le livre, quoi. Oui, c'est ça. Besma, ça te donne envie de lire le livre ? Oui, absolument. Oui. Ah, c'est bien. Oui, la présentation me donne envie, oui. Voilà, et une belle lecture, d'ailleurs une bonne idée de lecture, j'allais dire. Ça tombe bien, Hanan, que tu l'aies invité aujourd'hui, à la veille peut-être de ce mois sacré du Ramadan, qui débutera, je le rappelle, demain ou jeudi, on le saura ce soir. Un peu de patience. C'est une belle idée de lecture pour accompagner, évidemment, ne pas oublier de lire principalement le Coran durant ce mois sacré du Ramadan. C'est ce qui nous est recommandé. Mais j'allais dire, pour occuper aussi ces nuits, ces journées, bah aussi peut-être en parallèle lire ce livre qui s'appelle, on rappelle le titre ? L'islam. Alors moi, il y a juste, j'aimerais revenir aussi sur le parcours de Wafa et qu'elle nous explique en fait comment ce livre aujourd'hui est disponible sur Amazon. Donc chers auditeurs, chères auditrices, vous avez envie d'écrire un livre ou vous avez déjà quelque chose dans les tiroirs, et ben on n'est pas forcément obligé de passer par un éditeur parce que ils reçoivent des dizaines et des dizaines de bouquins, on n'est pas sûr d'être accepté. On peut aussi se dire, je peux le faire par moi-même. Il y a certaines maisons d'édition qui auraient été très très contents, je pense, d'éditer Wafa. Mais juste nous expliquer ton parcours en réalité d'auto-éditrice. Écoutez, en fait, ça s'est fait un peu plus, naturellement. J'ai pas forcé la porte dans une maison d'édition. Moi, j'ai entendu parler par d'autres auteurs qui sont passés par Amazon, plus particulièrement par le Create Space en fait. Et on a la possibilité par Amazon de mettre en ligne en fait son ouvrage et ensuite de l'avoir disponible à la vente. Donc j'avais échangé avec Khalid Moussaïd qui est l'auteur de Vivre l'épreuve et de L'arracheur de larmes, qui lui également est passé par ce système pour en tout cas éditer ses livres et donc j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça donne aussi la possibilité d'avoir son propre stock, d'organiser ses propres ventes par exemple. Mais concrètement, comment tu as fait ? Ce livre tu l'as écrit, il faut l'imprimer. Alors je l'imprime pas, quand j'ai besoin d'avoir des exemplaires et de les vendre, je fais une commande et elle m'est livrée en fait à c'est domicile. pratique. Donc, directement chez Amazon ? Oui, directement chez Amazon. C'est ce qu'on appelle le Create Space ou le KDP Amazon aussi. C'est aussi donc une plateforme qui propose ce service. Après cette couverture et puis la couverture, page, etc. C'est un travail professionnel. Ça c'est pas n'importe qui peut le faire. Oui, tout à fait. J'ai fait appel à des professionnels. La fleur de lys, c'est Karine Pollens qui me l'a offert, qui l'a faite pour moi. Donc c'est une artiste. La couverture, j'ai fait appel à une graphiste. D'accord. Et puis pour la mise en page également, j'ai fait appel à un professionnel. D'accord. Donc après, ils te livrent ça sous un format qui est. Voilà, je leur envoie tout.
Je leur envoie la couverture, je leur envoie l'ouvrage et eux me l'envoient à ma demande. Dès que j'ai besoin d'ouvrage, ils me l'envoient. C'est simple en fait. Oui, c'est assez simple. Il faut un budget de combien c'est la question en réalité, Wafa. Le démarrage. Voilà. Pour ma mise en page et pour la couverture, j'en ai eu à peu près pour 700 €. Donc c'est un vrai investissement. Oui, c'est un investissement. Pour moi, c'est un cadeau pour nous. Bah ça donne envie de faire des livres, hein. Tiens, pourquoi pas, pour parler de du vivre ensemble selon Besma Maghrebi. Quand on a envie de partager quelque chose qui nous est cher et qu'on pense qui pourrait aider d'autres personnes, bah moi je suis prête à mettre le prix. Enfin, je fais pas ça pour l'argent parce qu'à côté je travaille et c'est pas du tout mon métier. Et je fais vraiment ça parce que j'ai vraiment envie de le partager et que certains lecteurs m'ont dit que ça leur a apporté dans leur vie, au quotidien en tout cas, et que ça leur permet en tout cas de revenir au prophète. Et ça, pour moi, c'est important en tout cas de pouvoir le permettre. Ce livre, on le trouve sur Amazon. On tape donc ton nom, l'islam, donc Wafa Boujana, donc WAF2A et Boujana BOUJANA. De toute manière, il est sur la page. Oui, c'est ça. Ah, on va le mettre sur la page. Voilà. Il y est déjà. Il y est déjà. Formidable. Christophe Le Grand Forum. Wafa Boujana, donc sur Amazon. L'islam, ça s'écrit LYS et plus loin, l'âme de l'âme. Oui, voilà, non, il faut préciser parce que allez, apostrophe ISLAM. Voilà, non, c'est pas ça. AL'_AME. Voilà, c'est ça. Donc l'islam, c'est chez Amazon. Donc Wafa Boujana qui en est l'auteur. C'est comme ça qu'on dit, l'auteur. Oui, voilà. Avec un E. Voilà. Pourtant, on m'a toujours dit que le masculin l'emportait, moi. Bah non. Je suis une femme, donc je l'emporte. Évidemment. Le E l'emporte. Évidemment. Bon. Merci Wafa. Merci à vous. Beaucoup Wafa, tu bouges pas, tu restes ici. Oui, d'accord. Tu restes avec nous. Tu es bien ici, non? Tu te sens bien un peu comme chez toi? Bon, formidable. Super. Alors, ma chère Besma, on va revenir avec toi, si tu le veux bien, pour nous parler un petit peu du droit de la guerre, parce qu'on en parle beaucoup et tout à l'heure tu étais à nous dénoncer tout cela, donc à apporter peut-être des précisions bien utiles sur le droit de la guerre, parce que on parle de guerre, mais tout ça a quand même est régi quand même, c'est un statut. Absolument, et moi j'ai surtout envie de parler du droit de la guerre, mais du droit surtout des populations. Le droit du peuple et de la population pendant la guerre, parce que y a tout un code de conduite à appliquer qui a été mis en place de par les années. Je vais pas revenir sur l'histoire de ce droit, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en temps de guerre, il y a un droit coutumier qui s'était mis en place, sur lequel s'entendaient des peuples ennemis lorsqu'ils partaient en guerre. Ça avait été pas mal concrétisé par la Convention de La Haye en 1899, où là, quand même, on explique que lorsque une guerre éclate et lorsque deux clans vont s'affronter, eh bien, normalement, on ne doit pas s'en prendre aux civils. La guerre, c'est une situation dans laquelle on va avoir des combattants qui vont s'affronter et non pas des hommes. C'est-à-dire qu'ils ont un statut, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des militaires, des soldats. Lorsque les combattants vont s'affronter, bah on n'a pas des hommes qui s'affrontent. On n'a pas on n'a pas en face de soi des civils. Les populations civiles, elles, normalement, sont exclues de ce combat, elles sont exclues de cette guerre. Donc normalement, on fait en sorte de préserver cette population, et ce code de conduite qui a été mis en place par la coutume veut que normalement, on s'en prend pas à la population, on s'en prend pas aux équipements civils. C'est normalement, j'ai envie de dire, le code de bonne conduite ou de bonne pratique qui est appliqué normalement en temps de guerre, et qu'on voit pas du tout dans le conflit israélo-palestinien. C'est pour ça qu'on ne parle pas de guerre. En tout cas, c'est une erreur de parler de guerre lorsqu'on parle de l'agression. On peut parler plutôt d'agression concernant et envers les Palestiniens. Exactement. Et là, moi, j'ai envie de rebondir sur le droit des populations lorsqu'ils sont sous occupation militaire. Oui. Parce que là encore, ils ont des droits.
contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Ils ont des droits, on le rappelle pas assez, on le rappelle pas du tout même. Eh bien, faut savoir que lorsque une population est sous occupation, eh bien, elle a un droit à la sécurité et à l'ordre public. C'est dans les textes. Elle a un droit à la sécurité et à l'ordre public. C'est quand même juridiquement assez fort. Hein. C'est une expression, l'ordre public qui va régir pas mal de textes qu'on va avoir. Et ben là, normalement, une population qui est sous occupation a un droit à la sécurité et à l'ordre public. Elle a également au droit, par exemple, de vivre dans des conditions satisfaisantes d'hygiène, dans des conditions de santé publique qui sont adaptées. Elle a le droit de se voir approvisionnée. C'est une population qui a le droit de vivre dignement, de bénéficier de soins médicaux qui sont nécessaires. C'est tout plein de choses auxquelles la population qui est sous occupation a droit. Tout ce que n'a pas les Palestiniens et en particulier Gaza. Voilà. C'est tout ce que tu viens de dire. En fait, c'est l'inverse. Qui concerne les Gazaouis. Et dis-toi que quand on est une population qui est sous occupation, normalement le transfert forcé des civils à l'intérieur ou en dehors du territoire occupé est interdit. Tu vois, c'est. Je laisse en silence, évidemment, tout à fait réfléchi. Alors, merci Besma pour ce rappel bien utile. On va passer maintenant à ton coup de cœur, ma chère Besma, sachant que pour une fois j'en ai un coup de cœur. Je vais profiter de ta présence. Ma chère Besma, ton coup de cœur. Merci Christophe. Alors mon coup de cœur aujourd'hui est pour Mariam Pougetou. Mariam Pougetou, je ne la connais pas, je ne te connais pas, mais mon coup de cœur est pour toi. Alors, elle est la présidente de l'antenne UNEF à la Sorbonne et elle s'est exprimée samedi sur M6 parce qu'elle participe à la mobilisation contre la réforme de l'université. Donc là, on sait que sur plusieurs universités, il y a des blocages, il y a des grèves qui sont mises en place, c'est assez compliqué. Et son intervention sur M6 a fait polémique. Et oui, on en revient toujours au même problème, encore et encore. Son intervention a fait polémique sur les réseaux sociaux. Pour quel motif ? Parce qu'elle doit avoir un foulard sur la tête ? Exactement, tout simplement parce qu'elle est apparue sur M6 à 1 heure de grande antenne avec un voile, un foulard sur la tête. Et ça fait polémique sur les réseaux sociaux, encore et encore. Et oui, on est encore et toujours gêné par ce voile qui dérange. Encore et toujours, on a encore et toujours ces amalgames. On a encore et toujours un déferlement de haine raciste incroyable sur les réseaux sociaux. Faut aller sur les réseaux sociaux et lire ce qui est dit sur elle. C'est juste effarant, c'est effrayant. Donc à l'encontre d'une femme musulmane qui va porter un foulard, qui va porter un voile, mais qui est aussi et avant tout, et je tiens à le rappeler, qui est étudiante avec des responsabilités syndicales. Et c'est surtout ça qui a dérangé. Parce qu'une femme voilée ou une femme qui porte le foulard avec des responsabilités syndicales qui passe à l'antenne, eh bien ça choque et ça pose des problèmes. Et moi, bizarrement, son intervention, elle m'a rappelé l'article 1er de la Constitution de 1958. Qui est ? Et je vais vous le lire parce que moi j'ai pas du tout été choquée par son foulard, mais j'ai juste été frappée et interpellée donc par cet article-là où je me dis enfin on se décide à appliquer l'article 1 de la Constitution de 1958 qui dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Ça, c'est dans l'alinéa 1. Mais moi, c'est surtout l'alinéa 2 qui m'intéresse parce que l'alinéa 2 dit « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. » Donc, je suis désolée pour toutes les personnes qui ont été choquées de voir Mariam Pougetou avec un voile sur la tête en tant que femme musulmane étudiante avec des responsabilités syndicales. Mais elle est mon coup de cœur parce que oui, chers détracteurs, chers ennemis de Mariam Pougetou, eh bien, elle n'a fait qu'appliquer l'alinéa 2 de l'article 1 de la Constitution de 1958 que notre chère France autorise.
Merci maître. J'ai un coup de cœur. Je suis en admiration. Moi j'ai un coup de cœur pour Besma. Alors justement, comme ça, Anan, c'est juste magnifique quoi. Anan, justement, reviens s'il te plaît, Besma. Tu crois pas si bien dire, parce que mon coup de cœur est justement pour Besma. Pourquoi ? Parce que pendant le mois du Ramadan, ça fait quelques Ramadans maintenant qu'elle est sur France Maghreb 2, et durant son émission juridique, qui je le rappelle au passage, est tous les samedis de 15h à 16h, eh bien milite, sensibilise, appelle à la générosité des auditeurs pour que les aveugles puissent avoir eux aussi leur Coran en braille. Ça a un coût, c'est cher, mais ça offre la possibilité à des personnes qui n'ont pas la vue, qui sont aveugles, bigleux ou ce que vous voulez, eh bien de pouvoir lire leur Coran en braille et en leur nom. Et pour tous ces aveugles justement à qui on ne pense pas forcément, ma chère Besma, tout simplement un grand merci. Bravo Besma, je savais pas qu'elle faisait ça. Rendez-vous 15h ce samedi justement pour qu'elle vous sensibilise à nouveau. C'est à la radio, c'est ça? Oui, sur France Maghreb 2, madame. Par les droits, c'est tous les samedis 15h, 16h. Les larmes aux yeux. Avec l'excellent Benjahed d'ailleurs qui entre dans les studios. Eh oui, il y a Besma Maghrebi qui est là. Eh bien, dans un instant, messieurs, dames, Libertad, après une émission chargée d'émotions, de réactions, dans 1h15 à peu près, eh bien, nous allons connaître le jour du mois sacré de Ramadan. Est-ce pour demain ou pour jeudi? Réponse dans 1h15 avec l'excellent Benjahed, justement, qui va nous mettre d'ores et déjà dans l'ambiance ramadanesque. Mais avant cela, Libertad, évidemment. Un LGF qui a été eh bien très chargé aujourd'hui, accompagné de Hanan Zawani et de Besma Maghrebi. Besma qui va nous donner une date pour sa venue la prochaine. Hein. Attention Besma. Et on salue aussi Wafa qui est avec nous et reste avec nous donc dans le studio, ainsi que Farid qui sera invité la semaine prochaine. C'est quand tu viens, lundi? Lundi, je serai là lundi. C'est formidable. En plus c'est férié, on sera là nous. Et ça sera... Oui, bon, c'est la Pentecôte, un truc dans ce genre. Si, non, c'est lundi, Medjed. C'est lundi 21 mai, mon cher ami. Eh oui. 01 40 33 9000 Libertad, c'est maintenant. Alors, Wafa, je t'explique. Libertad, c'est les auditeurs qui nous appellent. Je ne sais pas qui ils sont, ni ce qu'ils vont nous dire. Et on décroche en direct. Alors, parfois, on assiste à des gens qui ont des choses vraiment intéressantes à nous dire. Et puis, parfois, des gens qui ont du temps à perdre. C'est le principe de Libertad. 01 40 33 9000. Place à l'intelligence, place au respect. Bonsoir, qui est là? Oui, salut Christophe, c'est Nasser de Bondy. Salut Nasser de Bondy, bienvenue à toi, on t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Je salue aussi tes accompagnateurs. Hein. Accompagnatrice, monsieur. Moi, bonsoir. Au niveau le problème israélien, palestinien, machin, moi je crois pas toutes les déclarations qu'il y a dans le monde de dire qu'il ne faut pas faire la paix, machin. Moi je crois pas. Moi je crois à la lutte armée, frontale, face à face, arme contre arme, et puis vaille que vaille. Parce que la blague de l'Israël, en fait, eux, c'est leur truc. Ils disent, regardez, ils nous attaquent les Palestiniens, donc on met des murs, on met des restrictions, on met des checkpoints. Donc c'est leur business, en fait. Et le monde tombe dans le panneau. Moi, je prends pour l'affrontement frontal, face à face. Bon, merci Nasser, c'est ton avis. Bon courage. Merci à toi et bon Ramadan, mon cher Nasser. Et que les armes se taisent. Au moins pour longtemps. On l'espère en tout cas. 01 40 33 9000 Libertad, à vous de nous appeler bien sûr et bien de prendre la parole. Allô, bonsoir. Allô. Assalamu alaikum Christophe. Wa alaikum. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir à tes invités, c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses. Moi je voulais faire un petit clin d'œil pour le samedi, le superbe samedi que j'ai passé à la BNF grâce au M-Talks, c'était absolument génial. Je regrette pas d'avoir écouté la radio ce jour-là parce que j'ai découvert on va dire cette association. Les intervenants étaient vraiment de qualité, le buffet absolument génial, donc la rencontre avec des gens aussi très intéressants. Donc voilà, je voulais leur faire un petit clin d'œil et puis les remercier pour cette belle après-midi. Ah, il y avait Fatima Wassak, je crois, là-bas. Exactement, donc en fait ce qui est bien c'est que comme je l'entendais avec toi, là j'ai pu mettre un visage parce que je l'avais jamais vu. Donc voilà, j'ai pu mettre un visage sur elle, je suis allée la saluer, la remercier et ça a fait du bien quoi, ça a coupé un petit peu dans le quotidien, le petit train-train et puis ça nous sort un peu de nos soucis, de nos petits tracas, donc c'était vraiment génial. Excellent, voilà. Merci beaucoup, elle sera là demain, notre amie Fatima Wassak. Merci beaucoup, bonne soirée.
soirée. Bonne soirée. Et je compte sur vous d'ailleurs, le 20 juin, soyez au Cabaret Sauvage toutes et tous, puisque la grande soirée du grand forum de la radio France Maghreb 2, on va ensemble faire la fête ensemble avec des vrais artistes et des vrais musiciens. Ça va être du 100% live. Wafa, tu seras là? Oui, tu m'as invité. Bien évidemment, maintenant voyons. Wafa, non mais quelle question. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Abdelhafid, Rony-sous-Bois. Abdelhafid, marhaba bik khoya. Ah, balek fek, merci, c'est gentil Christophe. Alors on t'écoute. Ton arabe est parfait. Je t'en remercie. je voulais revenir sur la question palestinienne, mais avec une autre approche que celle de Nasser, qui est assez belliqueuse, je trouve. C'était un constat. En fait, je trouve que le problème de la communauté arabo-musulmane, c'est qu'ils sont pas du tout en phase avec leurs principes. C'est-à-dire qu'on est tous entre guillemets musulmans, mais on n'applique pas vraiment le message de l'islam et on constate avec effarement que finalement c'est l'Occident qui maîtrise le monde. Pourquoi? Les sciences. Je prends un exemple concret. Au niveau de la lecture, c'est catastrophique. Quand on prend moi je prends mes amis autour de moi et moi dedans. Quand on leur demande c'est quoi ton livre de chevet en ce moment, ou quel est le dernier livre que tu as lu, mais on vraiment c'est effarant. À part WhatsApp, on lit plus rien. Je vais dans des bibliothèques, moi j'étais étudiant à la BNF justement, et j'étais ultra minoritaire. Quand il y avait d'autres communautés qui, elles, étaient vraiment, pour le coup, ils lâchaient pas le livre. Donc je pense que c'est pas les armes qu'il faut, c'est retrouver l'esprit par exemple, du Coran, où le premier mot qui a été révélé c'est Iqra. Iqra. Voilà, Iqra. Et là, effectivement, la connaissance, la science, le savoir, la lumière, entre guillemets, elle va te permettre d'être plus fort. Et aujourd'hui, malheureusement, on est, tu vas, là, en ce moment, Christophe, à la veille du Ramadan, tu vas dans n'importe quelle boucherie musulmane, c'est archi blindé. Et c'est pas l'esprit du jeune. L'esprit du jeune, c'est tu jeûnes spirituellement et aussi pour ton corps. Sauf que quand tu fais du commerce comme c'est mon cas, ton chiffre d'affaires avec les ventes de nourriture explose pendant le Ramadan. C'est ça le paradoxe, c'est ça. Donc après, derrière, dire oui, il a pas laissé. Soit en phase avec tes propres principes, et après, tu pourras, entre guillemets... je partage assez ton point de vue, cher Abdelhafid. Tu fais quoi dans la vie? Juste pour finir. Je suis commercial, je vends des shampoings. Ah, tu vends des shampoings? Bon, ouais. D'accord. Et j'ai pas de cheveux, donc tout est possible dans la vie. Magnifique. Comme quoi. Merci beaucoup, Abdelhafid. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Un Libertad de qualité. Est-ce dû à la venue de Besma et de Wafa, peut-être, hein, et d'Anan. Et d'Anan, mais évidemment. Mais moi je suis là pratiquement tous les lundis, puis d'habitude on a le droit à des chats, des chiens. Mais là, t'as vu, le niveau était haut. Là, c'était du haut niveau là. Besma, ta date, tu reviens quand? Sors ton agenda. Très bientôt. Enfin très vite. Non mais rassure-nous, tu vas venir avant l'Aïd? Oui. D'accord, oui. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup Wafa. Ce fut un plaisir. Merci à vous. On vous recommande donc le livre qui s'appelle l'Islam. Donc c'est sur Amazon que vous pouvez donc l'acheter. Une belle idée de lecture pendant ce mois béni sacré du Ramadan et même au-delà d'ailleurs. Hanan Zawani, merci beaucoup. Merci. Et à lundi avec Farid, ton invité qui est déjà là. Oui, qui est déjà là. Il est déjà bien en avance. L'action des scouts musulmans de France. Et ma chère Besma, je te salue et te remercie. Merci Christophe. Et te donnons rendez-vous donc samedi pour lancer cette campagne pour la nouvelle opération, absolument, pour récolter des dons afin de financer des Corans en braille pour les personnes non-voyantes. Vous aviez réussi à en récolter combien l'année dernière? On a réussi à récolter plus de 3 000 €, donc plus de 10 Corans en braille. Bon, alors cette année, juste magnifique. Donc j'espère que cette année on va faire mieux. On va faire mieux, oui. Mais de toute façon, les auditeurs de France Maghreb 2 vont nous aider à faire beaucoup mieux, j'en suis certaine. Vous savez que les auditeurs de France Maghreb 2... Surtout qu'on avait fait un défi l'année dernière. Oui. Parce que j'avais mené d'un côté la campagne seule avec mes connaissances, plus la campagne France Maghreb 2. Et donc c'était un peu le concours qui va gagner. Et c'est quand même France Maghreb 2 qui a gagné. Donc c'est les auditeurs qui ont gagné. Sont réputés pour être les plus généreux de toutes les radios. C'est pas moi qui le dis, ce sont les organisations humanitaires qui le disent. Voilà. Oui, mais je confirme. Confirme. En tout cas, l'année dernière, ils avaient vraiment été extrêmement généreux. Et puis, par leur intermédiaire, on a vraiment réussi à faire financer plus de 10 Corans en braille pour des personnes non-voyantes. Donc, c'était magnifique avec l'aide de Medjahed. Ouais, Medjahed, tiens, un petit mot avec Besma. Besma, quel plaisir de te retrouver. Plaisir partagé, Medjahed. Bon, écoute, en tout cas, samedi, tu seras là pour l'émission Parler juridique.
On va bien sûr passer un bon moment et puis j'espère que vous allez rester tout à l'heure puisque on va annoncer en exclu non, mais on annoncera en tout cas quand aura lieu le premier jour du Ramadan. Voilà, c'est dans 1 heure à peu près en tout cas. Merci beaucoup en tout cas à toutes les trois. Et dans un instant effectivement Medjahed qui va reprendre la relève pour vous accompagner. Et c'est une soirée un peu particulière, une soirée d'attente, la soirée de l'annonce. Ça se passe du côté de la grande mosquée de Paris où le CFCM est défoncé tout le reste de l'année. Mais ce soir, non, c'est la paix qui l'emporte. Le CFCM à qui on accorde un crédit absolument extraordinaire puisque lui revient la responsabilité de nous annoncer les dates du mois béni sacré du Ramadan. Non, mais je suis hyper choquée, je leur dis que la paix l'emporte, messieurs. On regarde pas la lune. Oui, mais non, mais on regarde pas. Mais Anan, arrête. Mais t'es trop naïve. Mais non, je pensais vraiment qu'ils regardaient la lune. C'était la désillusion. Vous êtes trop naïve. Je pensais qu'ils regardaient pendant 2 jours, qu'ils observaient avec des. Moi, je les imaginais, tu sais, avec le matériel. Non. Arrêtez de faire croire ça aux gens. Ça n'existe pas. La mosquée de Paris, ils se réunissent. D'ailleurs, ça a commencé là depuis quelques minutes. Là, ils vont dire bonjour, salam alaikum. Ils vont se réunir dans le bureau tous ensemble et dire alors on fait quoi? On suit l'Algérie, l'Arabie Saoudite. On fait quoi? On annonce non, ça, j'ai pas envie de jeûner 30 jours. Non, mais bon, voilà ça comment ça se passe, grosso modo. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave, que l'unité l'emporte. Christophe, tu es unique. Le Maghreb, que les musulmans en tout cas passent le meilleur Ramadan qu'il soit, peu importe. Après, de toute façon, là, cela ne nous revient pas. La responsabilité, c'est dans leurs mains. Et puis, bien que l'appel emporte, évidemment, c'est important. Et que durant ce mois sacré béni du Ramadan, que le sang cesse de couler et que les armes se taisent. Merci à tous, bonne soirée dans un instant. La joie et la bonne humeur avec Medjahed. « 18h04 » avec toujours autant d'avance, le flash de 18h. Marine Garel, bonsoir Marine, à demain. Bonsoir à tous. La Cour d'appel de Paris a condamné Jérôme Cahuzac à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, et 300 000 € d'amende pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Pour l'avocat de l'ex-ministre Éric Dupond-Moretti, ce n'est pas une victoire de la défense, mais une victoire de la justice. Une femme à la tête d'Air France, Anne-Marie Couder, prend la présidence par intérim de la compagnie aérienne. Elle succède provisoirement au PDG démissionnaire Jean-Marc Janaillac. Une nouvelle journée à haut risque au Proche-Orient. Des milliers de Palestiniens manifestent au lendemain d'un bain de sang inédit depuis 2014. Au moins 59 morts hier et 2400 blessés. Et un Palestinien a été tué aujourd'hui dans la bande de Gaza. Âgé de 51 ans, il a été atteint par balle à l'est du camp de réfugiés. Les circonstances de sa mort n'ont pas encore été annoncées. La communauté internationale s'inquiète de la situation à Gaza et une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue cet après-midi. Londres et Berlin demandent une enquête indépendante sur la tuerie d'hier. Encore des perturbations à la SNCF aujourd'hui, cette fois dans la région des Pays de la Loire. Un acte de malveillance au lendemain d'une journée de forte mobilisation contre la réforme du rail. Des clés permettant de démarrer des trains ont disparu la nuit dernière en gare du Mans dans la Sarthe. Elles ont été volées ou cachées. Résultat, 14 TER ont dû être supprimés. Les faits se sont déroulés près de Périgueux en Dordogne. Une petite fille âgée de 4 ans a appelé les gendarmes hier matin après que sa mère s'est écroulée face à elle. La maman, victime d'une crise d'angoisse, se porte bien. Le secteur privé a enregistré une hausse de 0,3% des créations nettes d'emplois à 57 900 au premier trimestre 2018, soit un léger ralentissement par rapport à la fin de l'année 2017, selon une estimation provisoire de l'INSEE aujourd'hui. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.